Bien, bonjour. Je voulais effectivement remercier les organisateurs et la Haute École de Santé pour cette invitation qui me permet de franchir la frontière française. J'espère que vous allez supporter mon accent pendant 30 minutes qui est tout sauf parisien. Judith, je te laisserai le soin de l'accent parisien par la suite. Alors, une intervention effectivement qui a été travaillée avec les organisateurs. Donc, je voulais vraiment vous remercier, Sonita Beauvais, Séverine Rey, les autres personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Remercier aussi Marc-Antoine Berthaud pour les différents échanges que nous avons pu mettre en place. Voilà. Alors, fin de vie, société et souffrance, on avait discuté avec les organisateurs. Effectivement, vous aviez, à partir de mon ouvrage Fin de vie, société et souffrance, repéré habilement, donc c'est ce petit ouvrage, les organisateurs ont repéré habilement 2 chapitres. Ils m'ont dit ça serait intéressant si vous pouviez travailler sur ces thèmes-là, et il se trouve que c'est les 2 chapitres que moi je préfère aussi dans mon ouvrage, donc c'est avec plaisir effectivement que dans cette intervention on va parler de la fin de vie, mais pas uniquement, on va parler aussi de fonctionnement d'une société. Une société qu'on peut appeler néolibérale, effectivement, où la performance est très présente, mais on peut se poser la question de l'humain dans cette société. Alors, on a peut-être des différences entre la France et la Suisse sur la question de l'euthanasie. Je ne l'aborderai pas spécialement, puis il y a des personnes qui vont effectivement en parler par la suite. Par contre, il y a des fonctionnements dans nos pays, dans nos sociétés, qui sont quand même communs sur cette question de performance et place de l'humain. Je vous propose en fait 3 temps. Un premier temps qui sera sur interroger la vie, la mort et le temps aujourd'hui. C'était ces trois thématiques qui étaient intéressantes à développer. Un deuxième temps qui sera sur santé et médecine face à la fin de vie. Et un troisième temps sur la question de la souffrance des patients et la souffrance des soignants. Donc je pense que vous l'aurez compris, il n'y aura pas de PowerPoint pour cette présentation. Voilà. Donc un premier temps, vie, mort et temps aujourd'hui, juste qu'on interroge la question de la place de la vie dans notre société, de la place de la mort et de la place du temps, sachant que ces 3 sont indissociables. Alors un premier temps sur la place de la vie, dans notre société, dans une société de consommation, effectivement. On peut se poser la question de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la vie aujourd'hui. Et je reprendrai juste des écrits de Théodore Adorno, c'est Minima Moralia, où il explique effectivement que dans la société moderne, il y a une difficulté philosophique à saisir le sens de la vie, c'est-à-dire au-delà de la transmission de la vie. On dit effectivement ça, on l'a bien saisi, mais après le sens philosophique, on peut se poser effectivement la question de qu'est-ce que nous entendons par la vie. Et il explique que la vie est devenue une affaire privée qui va effectivement relever de la consommation dans la logique d'une production matérielle. Alors c'est vrai que nous sommes tous dans une société de consommation, nous consommons tous effectivement, et cette vie quelquefois, comme le dit Adorno, elle est finalement sans substance, parce qu'on dépend de ce fonctionnement-là. Ça rejoint un petit peu la théorie d'un autre philosophe qui est le philosophe français Michel Henry, qui parle lui de barbarie contemporaine. C'est-à-dire que la barbarie contemporaine, c'est l'exclusion du sensible de manière générale. Finalement, il y a une auto-négation de la vie, et le sensible de la vie est vu comme une faiblesse. Et on va voir comment effectivement cette exclusion du sensible se retrouve dans notre société de différentes manières, parce qu'il y a une complexité aussi dans cette exclusion du sensible. Donc la vie, finalement, la vie dans sa sensibilité, dans sa fragilité, elle serait mise de côté au profit d'une société de consommation. Est-ce que la mort a un sort, si je puis dire, différent? Pas vraiment. La place de la vie, on peut l'interroger. La place de la mort,
On va reprendre effectivement quelques analyses à ce sujet-là sur la mort du XXe, XXIe siècle, c'est-à-dire que comme ça a été énoncé auparavant, il y a quand même un désir finalement de supprimer la mort. On n'y arrive pas tout à fait effectivement. C'est-à-dire que la mort, elle a un pouvoir radical, c'est qu'elle égalise, comme l'a dit Jean Ziegler d'ailleurs, il a très bien écrit dans son ouvrage Les vivants et la mort, elle légalise tout le monde. C'est-à-dire tout le monde va mourir. Et finalement, on va créer des inégalités dans l'avant, le pendant et l'après de la mort. Mourir dans la rue lorsqu'on est sans-abri, c'est pas la même chose que mourir à l'hôpital. Voilà. C'est la question de mourir seul ou pas, de mourir en étant correctement soigné ou pas, effectivement. Donc une puissance absolue, cette mort-là, qui fait peur et qui nécessite effectivement, qui provoque de créer des inégalités. Pour dire aussi qu'on est dans cette société, du coup, dans une société mortifère. Hein. Donc l'anthropologue Louis-Vincent Thomas, dans plusieurs de ses ouvrages, a évoqué cette question de société mortifère, hein, et je pense que ça fonctionne encore aujourd'hui, et de différentes manières. Il explique effectivement qu'à la fois il y a une mort qui est cachée, qui est déniée. Alors on pourrait dire peut-être que la mort elle n'est pas cachée aujourd'hui puisqu'on en parle. On en parle aujourd'hui, dans ce colloque on en parle, il y a beaucoup autour de l'euthanasie effectivement, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Mais pour autant je pense que son analyse est bonne, c'est-à-dire que la mort elle est cachée parce que quand même effectivement, alors là il y a une différence selon les pays, selon les cultures, mais quand même effectivement la mort, si elle est rattachée à ce système néolibéral, quelque part, elle est vue comme une faiblesse. Donc les rites funéraires peuvent être pratiqués à la va-vite. En France, par exemple, en ville, c'est quelque chose qui peut arriver, effectivement, de rites funéraires pratiqués rapidement. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne créent pas. Pour autant un sens dans ces rites funéraires, qu'il n'y ait pas quelque chose qui bouge. Mais la question de la vitesse peut aussi apparaître, par exemple, dans les rites funéraires ou dans la place du deuil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait finalement des personnes en deuil? Parce que le deuil va révéler que le temps il est rompu. Donc on ne peut pas fonctionner lorsqu'on est en deuil comme on fonctionne d'habitude dans une société. Et finalement les personnes en deuil, elles pourraient aussi un petit peu déranger parce que dans ce rythme de performance, il y a une rupture. Et ce que montre Thomas, c'est qu'il y a ce côté-là. Hein, Louis-Vincent Thomas, il explique qu'il y a effectivement ce côté de caché et en même temps, comme un effet boomerang, il va avoir une violence qui va surgir, une violence empreinte de morbidité dans notre société. Donc on peut penser aux conduites à risque, mais je voulais juste évoquer avec vous, parce qu'on fera un lien avec la fin de vie, la mort spectacle, dans ce qu'on appelle la mort spectacle et qu'a développé Louis-Vincent Thomas, Michela Marzano aussi. La mort spectacle, la mort spectacle, c'est effectivement la nécessité à un moment donné qu'il y ait une mort qui soit vue devant un public. Ce n'est pas nouveau la mort spectacle. Hein. Voilà. Je veux dire, la mort dans les arènes, les exécutions publiques, ce n'est pas nouveau. Mais la particularité dans notre société, c'est qu'effectivement, ça va être adapté à notre société. Et cette mort spectacle, elle est quand même assez présente à travers les médias, à travers Internet. Et c'est ça la différence, effectivement. C'est que tout est diffusé très rapidement en termes de violence sur Internet. Et Michela Marzano explique effectivement que elle réalise une enquête et quand elle interroge les gens, elle va expliquer que finalement ils vont voir effectivement ces violences sur Internet. On peut être tous amenés à aller voir ces violences, mais ils peuvent les voir à répétition aussi. Et elle se dit, mais finalement, pourquoi vous allez voir ces violences-là? Donc on pense bien sûr des violences d'otages, par exemple, hein, puisqu'elle part au départ de cette analyse-là, effectivement, des otages qui peuvent être exécutés en direct, filmés, et les films envoyés aux médias. Et petite parenthèse, je pense qu'il est très intéressant, du moins
côté français que sur l'otage français qui a été tué récemment, les médias se soient positionnés ou au-delà des médias pour que tout ne soit pas diffusé ou très peu soit diffusé. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on dit stop en termes de violence liée à la mort diffusée. Donc c'est intéressant. Et ce que dit Marzano, effectivement, c'est que finalement, les gens peuvent penser que c'est un droit à l'information, cette mort spectacle qu'on pourrait voir sur Internet, qui pourrait être visionné. Ça peut être des passages à tabac dans des écoles, ça peut être des violences sexuelles. Et Internet, vous savez très bien que c'est diffusé, ça peut être filmé sur un portable, c'est diffusé immédiatement. Donc ça a un côté complètement incontrôlable. Et ce que dit Marzano, c'est que ce n'est pas un droit à l'information et qu'il faut bien le rappeler. Voilà. Tout ne doit pas être diffusé pour un prétendu droit à l'information. Alors, avec la fin de vie, on peut aussi observer une médiatisation de la fin de vie. Côté français, ça a été une médiatisation sur des situations assez tragiques, en fait, de souffrance, de personnes qui font des demandes d'euthanasie et à un moment donné, ça va être médiatisé. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une accélération effectivement de cette médiatisation à un moment donné, mais après, voilà, c'est quelque chose de relativement éphémère et ça peut disparaître. Et du coup, on a des fois une image de la fin de vie et de l'euthanasie par les médias qui est pas tout à fait réel ou qui est en méconnaissance de la réalité à la fois des patients mais à la fois de la réalité des soignants face à cette question de l'euthanasie. Voilà. Je pense qu'en fait dans cette société on est en train de substituer le sensible qui est perçu comme une défaillance par l'ultra émotionnel. Donc la télé-réalité, le virtuel, ça va être un ultra émotionnel qu'on lance. Nous, on se débrouille comme on peut, mais on reçoit ces images-là, effectivement. Mais ce n'est pas forcément du sensible. Il ne faut peut-être pas confondre l'ultra-émotionnel, effectivement, et la question du sensible. Donc, vous voyez bien cette question de la mort, c'est aussi particulier, le côté caché. À la fois, il y a un côté violence qui va ressurgir, qui ressurgit aussi dans les séries télévisées là-dessus. Donc, c'est très, très intéressant sur la question de la place des experts, de la place des soignants, de la place du sang, de la place du cadavre, effectivement. Il y a aussi tous ces imaginaires qui sont intéressants à analyser. Et on arrive effectivement sur la question du temps. La question du temps, c'est-à-dire qu'une exclusion du sensible, une mort à la fois cachée, à la fois qui ressurgit, et la question du temps, c'est aussi l'élément clé de cette compréhension, c'est que le temps est réduit dans notre société à une accélération. Je vais reprendre ici les analyses du philosophe Hartmut Rosa, notamment dans Accélération et aliénation, où il explique effectivement qu'on a en permanence l'impression de manquer de temps. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. On va dire je manque de temps, autant dans la vie privée que professionnelle. On dit j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps, je cours tout le temps. Effectivement, oui, on a cette impression. Il donne un exemple que je trouve intéressant. Il dit le mail, technologiquement, effectivement, pour pouvoir envoyer des courriers électroniques, on a gagné du temps, y compris qu'on peut envoyer des courriers électroniques à l'autre bout du monde. Donc oui, on a gagné quelque chose, c'est vrai. Mais ce qu'il explique par la suite, c'est qu'on reçoit tellement de mails qu'il faut aussi qu'on gère l'ensemble de nos mails. Et je trouve ça très intéressant lorsque des fois on peut recevoir des courriers électroniques pour une petite réunion, par exemple, je ne sais pas, la semaine d'après, de la part d'un de ses collègues qui est dans le bureau à côté. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a toujours la nécessité du mail, ou alors on peut aller au bureau à côté et lui dire est-ce que tu es libre ce créneau-là pour une réunion, mais tout passe effectivement par le courrier électronique. Alors ce qu'explique Hartmut Rosa avec pertinence, c'est qu'on est effectivement dans une accélération. C'est-à-dire qu'on devrait être dans une temporalité où il y a un passé, un présent, un futur, et nous on est focalisé sur le présent, l'instant, voire effectivement l'éphémère. Ce qu'il explique, c'est que cette accélération est complètement liée à la performance. C'est-à-dire que la performance, nous devons être performants, on va le voir après avec la deuxième partie pour le côté soignant, nous devons être performants,
et que les individus ont peur d'être en retrait de ce système de la performance. C'est-à-dire qu'ils ont peur finalement d'être à côté, de ne pas être dans le mouvement, et que cette crainte-là, elle est assez dangereuse pour les individus, parce que finalement les individus ne se construisent plus que par la compétition et la vitesse. Et du coup, ça va réduire le temps qu'il faut aussi pour connaître des individus. Il faut du temps pour se faire des amis, il faut du temps lorsqu'on déménage, c'est ce que dit Rosa, et j'ajouterai effectivement, selon les lieux professionnels où vous travaillez, il faut aussi du temps pour connaître un patient, une personne malade. Et souvent, ce temps-là, effectivement, les soignants ne l'ont pas ou ne l'ont plus. Alors, ce que dit Rosa aussi, c'est qu'on est dans une société où rien n'est sûr, il y a une forme d'insécurité, c'est-à-dire que finalement, être dans cette accélération, être reconnu par cette accélération, c'est pas acquis. C'est en permanence, dans cette société de l'instant, du présent, c'est en permanence qu'on doit prouver qu'on est dans ce mouvement. Et c'est effectivement ce qui déstabilise ou fragilise les personnes, autant les personnes malades bien sûr que les professionnels. On en vient sur... Ça va jusque-là ? D'accord. On en vient au deuxième temps de cette intervention qui est la santé et la médecine face à la fin de vie. Alors, la santé et la médecine face à la fin de vie, juste pour rappeler que nous sommes quand même dans des sociétés où il y a une prédominance de la santé. La santé est effectivement partout, on parle beaucoup de santé, on est beaucoup conseillé sur la santé. Juste pour rappeler un petit peu historiquement, Ivan Illich, dans un ouvrage qui s'appelle Némésis médicale, dans les années 70, avait évoqué effectivement une santé qui est expropriée. Il explique très bien dans ces années-là comment les médecins, quelque part, se sont appropriés, le pouvoir du médecin, se sont appropriés effectivement le domaine de la santé et que finalement les personnes malades étaient en retrait de leur propre vie. Et si on pense à la question de la fin de vie, de la souffrance, dans ces années-là, ces années 70, on voit bien effectivement qu'il y a des choses qui ont bougé depuis. Donc il parle d'une domination médicale, mais en même temps, à juste titre, progressivement, après ces années 70, il va aussi expliquer que ce sont les médecins qui sont expropriés à leur tour de ce domaine de la santé par des logiques financières, par des logiques gestionnaires, et que finalement, eux-mêmes n'auraient plus du tout ce pouvoir ou n'auraient plus le pouvoir de la même manière ou ne pourraient plus exercer leur profession de la même manière. Bien sûr, ça concerne l'ensemble du corps soignant. On en vient aussi dans cette santé expropriée, par la suite dans les années 90, on va voir apparaître aussi une santé dite parfaite qui rejoint cette idée de performance. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de la fabrication d'un homme parfait, d'un homme qui serait immortel, au-delà même des séries télévisées. Et est-ce qu'on pourrait donc supprimer la mort finalement ? Je vous conseille de jeter un œil effectivement sur Internet sur toutes les réflexions, voire les pratiques autour du Coran, du transhumanisme, ou de la fabrication de transhumains qui n'auraient plus de maladies. C'est-à-dire que la science et la technique pourraient éviter à l'homme les maladies. Notre cerveau pourrait être conservé dans certaines données numériques. Voilà, c'est quand même un mouvement qui réfléchit plus que réfléchir sur cette possibilité de supprimer la mort. Et après, nous sommes aussi dans une société où la santé, elle doit être à la fois physique, mais à la fois psychologique. Et là-dessus, c'est un double enjeu qui est assez, important, à savoir que les individus sont inquiets de leur propre santé. C'est-à-dire qu'avoir une maladie, finalement, ça culpabilise les individus. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir, par exemple, telle maladie ? Avec la maladie du cancer, on sait bien que les personnes se posent des questions. Est-ce qu'en gros, j'ai fauté dans ma vie pour avoir telle maladie ? Et à la fois psychologiquement, maintenant, il y a une telle présence du psychologique que les individus ont aussi une autre inquiétude, c'est de ne
pas être normal finalement. Donc psychologiquement, il faut aussi qu'il soit dans un cadre de normalité qui est difficile. Donc je prendrai l'exemple de Roland Gori et Marie-Josée Del Volgo dans La santé totalitaire, qui développe effectivement que l'homme devient l'auto-entrepreneur de soi-même, reprenant les analyses de Michel Foucault. Et Gori et Del Volgo prennent un exemple que je trouve très révélateur. Ils expliquent effectivement qu'on leur a rapporté à un moment donné qu'un enfant dans une école primaire, hein, c'est une histoire vraie, un enfant dans une école primaire un jour est sorti d'une école primaire. Il a réussi à sortir de l'école primaire. Immédiatement, ça a été une grande angoisse. L'enfant est sorti, il est revenu en fait. Il est allé faire un tour en ville, il est revenu. Bon, ça, on a pu le faire quand on était enfant, ou on a pu penser le faire à un moment donné. Sauf que ce qu'expliquent Gori et Del Volgo, c'est qu'immédiatement, il y a eu effectivement des pédopsychiatres et que ça a été diagnostiqué, enfin appel et recours à pédopsychiatres, et ça a été diagnostiqué comme une fugue. L'enfant n'avait pas de problème particulier, donc c'était peut-être pas une fugue, il est simplement sorti, revenu, mais on est dans un système où ça perturbe effectivement l'enfant qui s'en va. Donc il y a plein d'autres exemples. Effectivement, par exemple, si votre chat se fait les griffes sur le canapé, il faudra, je pense, l'amener chez un comportementaliste pour qu'il puisse vous expliquer que c'est normal que votre chat se fasse les griffes sur le canapé. Voilà, si votre mari ne sort jamais les poubelles, je pense qu'il faudra peut-être qu'il trouve un psychologue particulier à ce sujet-là. S'il sort trop les poubelles, méfiez-vous, peut-être il parle trop avec la voisine, par exemple, hein, donc là il faudra aller voir un autre spécialiste. Je n'ai rien contre les psychologues s'il y en a dans la salle, hein, mais je ne dis pas que le recours à la psychologie, il ne le faut pas. Hein, mais on est quand même dans une dimension psychologique très présente où on s'y perd nous-mêmes. Hein, voilà, il n'y a pas d'hierarchie, mais on se perd un peu dans ce fonctionnement-là. Donc des gens qui sont inquiets, des personnes qui sont inquiets, et en même temps, enfin je ne sais pas si vous avez la même impression, mais les personnes, puisqu'on a parlé d'Internet, les patients par exemple, ils sont très pointus aussi. C'est-à-dire qu'ils vont sur Internet maintenant, ils reviennent auprès des soignants et ils sont pointus. Attendez, vous dites ça effectivement, mais en quoi ça me concerne? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc il y a un enjeu effectivement, avec toujours l'idée d'une société santé parfaite, mais un corps qui doit être parfait, hein, c'est-à-dire où rien ne dépasse, sans poils, surtout pour les femmes bien sûr. Voilà, donc c'est cette société-là. Alors, une santé présente, un corps parfait et une médecine qui va être, bien sûr, confrontée à la fin de vie, pour rappel, à travers les maladies du cancer, à travers, bien sûr, le sida, qui a percuté, si je puis dire, le corps soignant et plus particulièrement le corps médical. Pour rappel, n'oublions pas que face au sida et à la prise en charge des premiers malades du sida, ce sont les infirmières et la société civile qui ont dit à un moment donné, attention là, qu'est-ce qu'on fait? On doit être humain dans la manière dont on reçoit ces personnes-là. Donc les malades du sida, c'était des jeunes personnes qui ont eu une maladie, ça pouvait être par injection, par exemple, ça pourrait être par une sexualité. Ça a bousculé le corps médical, évidemment, hein, cette question-là. Donc ces personnes qui arrivaient dans les hôpitaux, il y a eu des choses effroyables, effectivement, dans la manière dont elles ont pu être accompagnées, et dans le fait aussi que la maladie était inconnue au départ. Hein, donc comment on fait effectivement. Du coup, une médecine face à l'inguérissable, c'est effectivement cette question-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir, et les formations, je ne sais pas si c'est en commun là-dessus, mais du moins les formations en France, il y a des choses qui évoluent, mais le médecin est formé à guérir, et la question de la mort, c'est toujours très très délicat, c'est-à-dire on ne peut pas, le médecin ne peut pas être dans une situation d'échec, il doit être dans cette performance lui-même. Donc vous voyez que cette société-là, bah, le corps médical ou l'ensemble du corps soignant, on n'est pas à part bien sûr de cette société-là. Il est bien à l'intérieur, c'est-à-dire que l'échec
il n'est pas possible dans ce fonctionnement-là. On arrive sur le troisième temps de cette intervention, souffrance des patients, souffrance des soignants. J'ai envie de dire que j'étais beaucoup plus critique sur le milieu soignant et hospitalier au tout départ de mes travaux il y a une dizaine d'années, et la rencontre avec les soins palliatifs, les soignants en soins palliatifs a changé mon regard, ou du moins l'a affiné, je pense, il ne l'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des démarches particulières, et la démarche en soins palliatifs est quand même particulière, où on prend en charge la personne dans sa globalité, où la question du temps, bien sûr, des liens, sont quand même très présents. Paul Ricoeur évoque effectivement que la souffrance nous perturbe à travers trois temps, on va dire. Donc Paul Ricoeur évoque effectivement que la souffrance, il différencie de la douleur. Hein. Donc on va bien, la douleur va rester un peu plus sur effectivement le domaine du corps, mais on va être sur la souffrance de manière générale, qui va englober à la fois la douleur, mais à la fois le psychologique. Et il dit effectivement, pour un malade, par exemple, ça va être pourquoi, premier temps, c'est pourquoi c'est moi qui suis touché par cette maladie. Pourquoi ça arrive, effectivement. Deuxième temps, il dit, le malade va, enfin, la personne ne va pas forcément rester dans ce temps d'interroger pourquoi c'est moi qui suis touché, et va effectivement appeler l'autre par la plainte. Donc va appeler l'autre par la plainte, et l'appel il peut être très différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette souffrance, elle va sortir effectivement de l'individu, où l'individu va être en nécessité quand même d'échanger, de communiquer, mais des fois ça peut être par le silence. Par le silence, effectivement. Hein. Donc c'est pas forcément uniquement la parole, uniquement une plainte articulée, ça peut être le silence ou le regard. On a réalisé une recherche avec 2 médecins en soins palliatifs qui s'est terminée l'an dernier sur la question des demandes d'euthanasie auprès des soignants en France, et on s'est effectivement aperçu que c'était difficile pour les soignants de mettre des mots sur ce qui pourrait être une demande d'euthanasie, et aussi sur la forme de la plainte. Voilà, un patient qui vous regarde droit dans les yeux et qui ne parle jamais, ça perturbait notamment les jeunes soignants, hein, les jeunes médecins. Pas que les jeunes médecins d'ailleurs, les jeunes infirmières aussi. Et le troisième temps, effectivement, qu'évoque Paul Ricoeur, c'est que cette souffrance marque la limite du donner et du recevoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut donner à un malade? Qu'est-ce que vous pouvez, pour les personnes qui sont soignantes, effectivement, dans la salle, ou pour les étudiants, qu'est-ce que vous pouvez donner à un malade? Jusqu'où vous pouvez aller? Et la question de la maladie grave, effectivement, pose cette question de façon encore plus fragile. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir aussi d'un malade? C'est-à-dire qu'il y a une dépendance. Et juste pour dire qu'on a évoqué un petit peu la question de l'accélération de la performance, et à la question de la reconnaissance, c'est-à-dire que dans une société où il y a la performance, où il y a des logiques budgétaires, financières, c'est le règne du chiffre, hein. On est quand même dans des sociétés où règne le chiffre de manière générale. La question se pose vraiment de la reconnaissance, de la prise en compte vraiment des patients, des personnes malades, mais de la reconnaissance des soignants, bien sûr. Qui c'est qui va reconnaître les soignants? Et je pense que quelque part ce sont les personnes malades. Voilà, qui peuvent reconnaître. Donc on est dans une société effectivement où cette reconnaissance, elle est à la fois, c'est une spirale infernale, mais à la fois les professionnels comme les malades ont aussi besoin d'une reconnaissance, hein, parce que sinon il y a un risque effectivement que nous soyons dans une déshumanisation des institutions médicales. Et juste pour terminer, accorder une reconnaissance, et c'est même pas accorder, j'ai envie de dire, c'est témoigner d'une reconnaissance vis-à-vis de professionnels, par exemple, effectivement, souvent c'est pas grand-chose la reconnaissance, quoi. C'est juste quelques mots. Voilà, c'est dire quelques mots, c'est-à-dire vous faites un excellent travail avec des personnes en fin de vie. Vous arrivez à prendre le temps de discuter avec les familles, vous arrivez effectivement à écouter le patient. C'est pas grand chose de reconnaître, hein,
auprès de professionnels d'un travail qui est effectué, mais apparemment, cette reconnaissance, hein, ça serait comme si prononcer ces quelques mots, ça serait une défaillance, une faiblesse de dire à d'autres personnes, vous faites un travail vraiment sensible, un travail très particulier. Et voilà, je pense que j'ai pas de solution face à tout ce qui a été énoncé, mais voilà, c'est vraiment de faire attention à la déshumanisation des institutions médicales, et je crois que la question du temps notamment est un élément clé de notre société. Voilà, en vous remerciant pour votre écoute. Un grand merci pour cette contextualisation et ce cadrage de la question du mourir dans notre société, la question du temps notamment, effectivement. C'est le temps des questions. Il y a des micros à votre disposition. Une petite question ? Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu... Bon, certainement, il y a une différence entre les hommes et les femmes, parce que si on regarde les intervenants de la journée, ce sont toutes des intervenantes féminines non poilues. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos? Sur pourquoi il n'y a que des femmes aujourd'hui, c'est ça ou non? Ou sur le rapport à la fin de vie, plus homme-femme ou... Oui, alors dans la recherche qu'on a effectuée, il y avait quelque chose d'assez intéressant là-dessus, sur la question de la... On a posé une question à un moment donné sur la sphère privée et la sphère professionnelle, et comment les soignants, donc les soignants, c'était... En entretien, on a eu médecins, infirmières, malheureusement peu d'aides-soignantes. Et en fait, on leur a juste demandé comment ils faisaient... est-ce qu'il y avait une frontière entre vie professionnelle avec des gens qui travaillaient en cancérologie, en soins palliatifs ou dans des services avec des maladies graves. Et les femmes, des jeunes femmes souvent d'ailleurs, hein, des jeunes médecins, on voyait que c'était pas évident cette question de passer de la fin de la journée et d'enchaîner sur le domaine privé. Les hommes, souvent, nous ont répondu « Oui, il n'y a pas de problème, de toute façon. Voilà. Je sépare bien les deux. » On a quand même un petit peu douté sur cette réponse très rapide. Ou alors, c'était des personnes qui ont quelques années de métier, je pense, et qui, je ne sais pas si le terme enfin, se protéger est exact, mais on a senti une petite différence à ce sujet-là, au sujet des implications professionnelles et de comment on fait quand on rentre chez soi et qu'on a toutes ces situations, toutes ces personnes malades, c'est-à-dire est-ce qu'on emporte, comme on dit, les situations à domicile, ou est-ce que... il y a une frontière. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais immédiatement, c'est ce qui me revient et qui nous avait fait rire sur la question des hommes qui était très très direct sur non, nous c'est séparé. Oui. Que pensez-vous du fait que l'accélération du temps qu'on observe, en fait, pourrait cacher la peur de la mort que l'on a en Occident? Est-ce que finalement ces deux faits ne sont pas reliés? Oui, c'était un peu l'objet de ma conférence. Alors, oui, mais vous n'avez pas évoqué très ouvertement la notion de peur, et qui est très présente. Si c'est avec la mort cachée, la mort déniée, en fait, ça serait de par la peur de la mort, effectivement. Alors, on dit souvent en Occident... Même si, selon les pays, on a des pratiques je pense aux pratiques funéraires qui révèlent beaucoup de choses sur la peur de la mort très différentes.
différentes, ne serait-ce que si on compare la France et l'Italie, par exemple, où il y a des nuances, mais effectivement, une peur de la mort, je ne sais pas si c'est tragique cette histoire-là, mais qui est assez effrayante. Et l'accélération, oui, c'est effectivement de mettre de côté cette question que j'ai évoquée du pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort, c'est-à-dire créer des inégalités aussi dans les moments du pendant de la mort, d'avant de la mort ou après la mort, c'est aussi pour mettre de côté cette crainte de la mort. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, les deux sont bien liés, oui. Alors, s'il n'y a plus de questions qui vous brûlent les lèvres, on va continuer cette journée